une voiture de course perd un objet minuscule sur la piste. Quelques secondes plus tard, des bolides lancés à pleine vitesse se percutent, une roue traverse les tribunes et tout un stade commence à s'effondrer. Dans The Final Destination, il suffit d'un détail mécanique pour transformer une journée ordinaire en piège mortel. Et le plus inquiétant n'est pas la catastrophe elle-même, c'est ce qui arrive à ceux qui en sortent vivants. Sorti en 2009 et réalisé par David R. Ellis, ce quatrième chapitre de la saga Destination Finale reprend la règle que les spectateurs connaissent déjà. Personne ne voit la mort, personne ne peut la combattre directement, mais son passage se reconnaît aux objets qui bougent, aux machines qui se dérèglent et aux coïncidences qui s'emboîtent avec une précision effrayante. Le film choisit pourtant une approche particulière. Il ne cache presque jamais le danger. Il pose devant nous plusieurs objets capables de tuer, nous laisse imaginer le pire, puis attend que notre propre peur fasse une partie du travail. Pour comprendre tout le mécanisme, il faut revenir au McKinley Speedway, au milieu du bruit, de la chaleur et d'une foule venue chercher des sensations sans savoir qu'elle est déjà assise au centre d'un désastre. Nick O'Bannon assiste à une course automobile avec sa petite amie, Laurie Milligan, et leurs amis Hunt Wynorski et Janet Cunningham. Ils profitent d'une pause dans leurs études et ne pensent qu'à passer un bon moment. Hunt se comporte comme si tout lui appartenait. Il drague, plaisante et provoque. Janet répond avec la même énergie, tandis que Laurie paraît plus attentive à Nick. Aucun d'eux n'a l'air de traverser une crise profonde. C'est important, parce que le film ne leur donne pas un grand objectif à accomplir avant l'accident. Leur projet est simplement de vivre. La catastrophe va donc créer leur histoire, leur peur et même la valeur de chaque minute qu'ils essaieront de gagner. Autour d'eux, la tribune rassemble des inconnus que Nick ne remarque pas encore vraiment. Samantha Lane est venue avec son mari et leurs deux jeunes fils. Elle tente de suivre la course tout en gérant l'agitation des enfants. Andy Cuser, mécanicien de profession, est accompagné de sa petite amie Nadia. George Lanter travaille comme agent de sécurité sur le circuit. Un spectateur appelé Jonathan Groves, facilement reconnaissable à son allure de cow-boy, se trouve un peu plus loin. Carter Daniels, lui, affiche une hostilité immédiate envers George et lance des remarques racistes. Cette foule semble désordonnée, mais la vision de Nick va bientôt lui attribuer un ordre précis. Chaque place dans les gradins devient une position sur une liste. La course continue. Les moteurs rugissent si fort que la vibration paraît traverser les sièges. Un pilote s'arrête au stand et une série de gestes techniques apparemment banals attire brièvement le regard. Un outil reste sur une voiture, puis tombe sur la piste lorsque le véhicule repart. À cet instant, Nick ne sait pas qu'il vient de voir le premier maillon. Le métal est petit comparé aux voitures, mais à cette vitesse, il n'existe plus de petit obstacle. Un pneu éclate, une voiture dévie, une autre la percute. Puis la piste entière devient un torrent de carrosserie arrachée, de carburant et de débris. Dans la prémonition, le temps semble à la fois accélérer et se dilater. Nick voit la logique de l'accident avant d'en comprendre la portée. Un véhicule s'envole vers la tribune. Une roue se détache et frappe Nadia. Des spectateurs sont écrasés ou projetés. Samantha tente de protéger sa famille, mais la panique rend toute direction dangereuse. Andy est repoussé contre une clôture métallique. Hunt, Janet et Laurie cherchent une sortie au milieu des gens qui se piétinent. George essaie de faire son travail alors que le stade lui-même cesse d'être un lieu stable. La catastrophe ne se limite pas aux voitures. Le choc endommage la structure, les flammes se propagent et les gradins commencent à céder. Ce que le public croyait être une barrière protectrice se transforme en masse de béton et d'acier. Dans la vision, chacun meurt selon une trajectoire différente, mais tous sont reliés au même événement. Nick voit ses amis disparaître, puis il reçoit à son tour un débris en pleine poitrine. Il ne se contente donc pas d'imaginer qu'un accident pourrait se produire. Il ressent sa propre mort et revient à la réalité avec la certitude physique qu'elle vient déjà d'arriver. Il se lève brusquement et demande à tout le monde de sortir. Pour Laurie, Janet et Hunt,
Son comportement ressemble d'abord à une crise de panique. Autour d'eux, personne n'a vu ce qu'il a vu. Nick affirme qu'un accident va se produire, mais dans un stade bruyant, au milieu d'une course, sa peur paraît irrationnelle. Hunt hésite surtout parce qu'il ne veut pas perdre le divertissement qu'il était venu chercher. Janet s'agace. Laurie, elle, suit Nick, non parce qu'elle comprend la menace, mais parce qu'elle voit qu'il ne joue pas. Le mouvement attire l'attention de Carter. Une altercation éclate. George intervient et fait sortir le groupe. Samantha quitte également les tribunes avec ses enfants. Andy et Nadia sont entraînés dans le désordre, tout comme Jonathan. En quelques instants, des gens qui ne se connaissaient pas se retrouvent à l'extérieur. Nick essaie d'expliquer sa vision, mais l'incident pourrait encore passer pour le malaise d'un jeune homme dépassé par le bruit. Puis un grondement étouffe les voix. Le crash se produit exactement comme il l'a annoncé. À l'intérieur, les voitures se percutent et les flammes montent. Les survivants regardent le stade devenir l'image que Nick porte déjà dans sa mémoire. Ils n'ont plus le luxe de croire à une simple intuition. Le jeune homme vient de les arracher à un événement qui devait les tuer. Pourtant, la violence trouve tout de même une première victime devant eux. Une roue jaillit hors de l'enceinte et frappe Nadia. Le sauvetage collectif s'ouvre donc sur une mort immédiate, comme si la catastrophe refusait de laisser tout le monde s'éloigner. Cette scène installe une nuance essentielle. Nick n'a pas empêché l'accident. Il a seulement déplacé quelques personnes hors de son parcours. La mort, dans l'univers de la saga, n'est pas un monstre qui attaque depuis l'ombre. Elle ressemble à un plan dont certaines pièces viennent d'être retirées. Le reste du film montre le plan en train de se corriger. Après le drame, les rescapés sont interrogés et observés avec méfiance. Nick ne possède aucune explication satisfaisante. Dire qu'il a vu l'avenir ne rend pas sa position plus confortable. Pour les autorités comme pour une partie des survivants, il est celui qui a provoqué l'altercation juste avant l'accident. Sa prémonition les a sauvés, mais elle le rend aussi suspect. Le hasard paraît trop énorme pour être accepté sans résistance. Un mémorial est organisé pour les victimes du McKinley Speedway. Des photographies, des bougies et des fleurs tentent de donner une forme humaine au nombre de morts. Le contraste avec la course est brutal. Là où il y avait des moteurs, il y a désormais des voix basses. Là où la foule regardait des voitures tourner en rond, des familles cherchent un sens à une catastrophe qui n'en offre aucun. George porte le poids de l'événement avec une gravité différente. Agent de sécurité, il était censé protéger les spectateurs, même si aucune personne raisonnable n'aurait pu retenir un stade en train de s'écrouler. Carter refuse cette évidence. Sa haine existait avant le crash, et le deuil lui donne un prétexte pour la diriger contre George. Il le rend responsable de ce qui s'est passé et transforme sa douleur en menace. Le film ne cherche pas à rendre Carter sympathique. Il montre plutôt comment un homme déjà violent utilise une tragédie pour nourrir ce qu'il était prêt à faire. Nick, de son côté, ne sait toujours pas s'il doit voir sa vision comme un don ou comme une blessure. Il a sauvé des vies, mais il se souvient d'avoir vu mourir chaque personne. Laurie essaie de rester près de lui. Hunt et Janet voudraient croire que l'épisode est terminé. Leur réaction est naturelle lorsque l'on survit à l'impossible, on cherche rapidement à retrouver une normalité, même artificielle. Personne ne veut imaginer que la catastrophe a pu sortir du circuit avec eux. La nuit suivante, Carter passe à l'action. Il conduit sa dépanneuse jusqu'à la maison de George avec l'intention d'y brûler une croix. La scène est construite comme une suite de petites négligences qui, séparément, paraissent réversibles. Un fer à cheval, suspendu au rétroviseur, se balance. Une canette tombe et se coince près des commandes. Le véhicule reste en mouvement lorsqu'il ne devrait plus l'être. Du carburant s'écoule. La chaîne de remorquage traîne derrière la dépanneuse. Carter est tellement absorbé par son acte de haine qu'il ne remarque pas que son propre véhicule prépare autre chose. Le film détourne constamment notre attention. Nous regardons le feu qu'il veut allumer parce que c'est le danger évident. Nous surveillons le carburant parce qu'il annonce une explosion. Mais la chaîne s'enroule autour de la cheville de Carter. La dépanneuse commence à avancer. Il tombe, puis se fait entraîner sur la route.
Il essaie de se libérer tandis que le véhicule prend de la vitesse. La situation conserve une logique mécanique. La canette bloque une pédale, le mouvement tire la chaîne, la friction produit des étincelles et l'essence transforme ces étincelles en flammes. Carter croyait arriver chez George comme un agresseur tout-puissant. Quelques secondes plus tard, il n'est plus qu'un corps prisonnier de la machine qu'il conduisait. La dépanneuse finit par exploser. Le lendemain, les survivants peuvent interpréter sa mort comme un accident lié à sa propre violence. Rien ne prouve encore qu'une force les poursuit. Un homme furieux, de l'alcool, un véhicule mal immobilisé et du feu suffisent à expliquer le drame. C'est justement ainsi que le piège fonctionne. Chaque mort paraît impossible dans son ensemble, mais chacun de ces éléments reste banal. Nick commence pourtant à ressentir de nouveaux avertissements. Ses visions ne reviennent pas toujours sous la forme d'une scène complète. Il aperçoit des images fragmentées, des objets, des symboles dont le sens reste flou. Il ne sait pas encore qui ils concernent, ni dans quel ordre les lire. Cette différence le condamne à réfléchir comme un enquêteur sans avoir accès à toute l'enquête. Au circuit, la vision lui avait montré le désastre du début à la fin. Maintenant, il reçoit seulement des pièces isolées et doit agir avant de comprendre le dessin. Samantha Lane essaie, elle aussi, de reprendre sa vie. Elle accompagne ses fils dans un salon de beauté. Les enfants s'ennuient et jouent avec ce qu'ils trouvent. Dehors, un employé tond la pelouse. Une pierre se retrouve sur le sol près de la machine. À l'intérieur, Samantha s'installe pour un soin. Tout semble léger, presque comique, et le film profite de cette atmosphère pour multiplier les menaces possibles. Un flacon peut tomber. Un appareil électrique peut provoquer un accident. Un ventilateur paraît mal fixé. Les enfants manipulent des objets sans mesurer le danger. Samantha elle-même s'inquiète davantage de leur comportement que de ce qui l'entoure. Le spectateur, averti par la mort de Carter, examine chaque détail. L'expérience de la saga repose sur cette participation. Nous ne regardons plus une scène normale, nous dressons mentalement l'inventaire de tout ce qui pourrait mal tourner. Un premier incident semble confirmer la mauvaise piste. Un objet est projeté, quelque chose se brise, et Samantha échappe de peu à une blessure. Le soulagement arrive trop tôt. À la sortie du salon, elle rejoint ses enfants. La tondeuse passe sur la pierre qui avait été placée dans son chemin. Le projectile traverse l'air à grande vitesse et frappe Samantha à l'œil. La mort survient au moment où la scène semblait terminée. Le salon, avec toutes ses machines et ses produits, n'était qu'un théâtre de distraction. La véritable chaîne s'était préparée dehors, dans un espace que Samantha ne pouvait pas surveiller. Elle laisse derrière elle 2 enfants qui avaient déjà frôlé la catastrophe du circuit. Cette conséquence donne au décès un poids que le film ne développe que brièvement, mais qui demeure difficile à ignorer. La liste ne punit pas seulement les personnes sauvées. Elle frappe également tous ceux qui dépendaient d'elle. À ce stade, Nick ne peut plus accepter l'idée de 2 accidents sans rapport. Il commence à rechercher des événements similaires et découvre les catastrophes qui ont précédé celle du McKinley Speedway. Vol 180, carambolage sur l'autoroute, montagne russe. Plusieurs groupes ont échappé à une mort collective grâce à la prémonition de l'un d'entre eux, avant de disparaître dans des accidents successifs. Ces histoires ne lui apportent pas une solution. Elles lui donnent quelque chose de plus terrifiant. Une règle. Les survivants meurent dans l'ordre où ils auraient dû mourir pendant la catastrophe initiale. Si quelqu'un intervient et empêche une mort, le mouvement peut passer à la personne suivante. Mais les dossiers que Nick consulte sont remplis de conclusions tragiques. Les autres groupes ont essayé de comprendre, de se protéger ou de contourner le plan. Leur connaissance n'a pas suffi. Laurie prend Nick au sérieux, même si la vérité paraît absurde. Elle a vu sa prémonition se réaliser au circuit et ne peut pas réduire Carter et Samantha à de simples coïncidences. George accepte également d'aider. Sa position est particulière. Il connaît les images de surveillance du stade et peut permettre au groupe de reconstituer l'ordre. Hunt et Janet restent plus sceptiques. Pour eux, vivre dans la peur de chaque objet reviendrait déjà à perdre ce qu'ils ont sauvé. Nick, Laurie et George
examine les enregistrements de la catastrophe. Il cherche les personnes sorties des tribunes et essaie de relier la réalité aux images de la vision. Cette scène transforme le circuit en preuve. Un mouvement de caméra, une place vide, un corps aperçu au mauvais endroit. Tout peut indiquer qui devait mourir après Samantha. Ils finissent par identifier Andy. Andy travaille dans un garage avec des outils puissants, des bonbonnes sous pression et des véhicules suspendus. Autrement dit, il se trouve au milieu d'un environnement où presque chaque objet peut devenir dangereux. Lorsqu'ils viennent le prévenir, leur histoire semble délirante. Andy vient de perdre Nadia. Il n'a aucune envie d'écouter des inconnus lui annoncer que sa propre mort figure sur une liste invisible. Son deuil s'exprime par l'irritation. Il veut qu'on le laisse travailler. La tension du garage repose sur une bonbonne de dioxyde de carbone. Sa valve est endommagée. La pression augmente. D'autres outils attirent l'attention, et la scène laisse croire qu'une voiture ou une machine va causer l'accident. Nick essaie de convaincre Andy de sortir, mais le mécanicien résiste. La bonbonne finit par se libérer et traverse l'atelier comme un projectile. Elle frappe Andy avec assez de force pour le projeter contre une clôture métallique en grille. Le grillage ne l'arrête pas proprement. La violence du choc le presse contre les ouvertures et le sectionne. Nick, Laurie et George assistent à une mort qu'ils avaient annoncée sans réussir à l'empêcher. C'est un tournant cruel. Avoir identifié la prochaine victime ne garantit rien. La connaissance leur donne seulement la possibilité d'être présents lorsque le plan s'accomplit. Nick comprend maintenant que Hunt et Janet viennent ensuite, mais il ignore lequel des deux est prioritaire. Ces images lui montrent de l'eau, un objet circulaire, peut-être une pièce de monnaie, et d'autres indices difficiles à séparer. Les deux amis se trouvent à des endroits différents. Le groupe doit donc se diviser. George et Laurie partent chercher Janet, tandis que Nick tente de rejoindre Hunt. Janet conduit sa voiture dans une station de lavage automatique. Ce choix résume parfaitement la manière dont le film transforme une routine moderne en espace clos. Une fois le programme lancé, la conductrice ne contrôle plus ni les rouleaux, ni l'eau, ni le mouvement de la voiture. Elle se trouve à l'intérieur d'une boîte entourée de machines. Avant même que le danger apparaisse, plusieurs éléments se mettent en place. Un morceau de bois tombe et bloque le mécanisme. L'antenne ou une partie du véhicule s'accroche. Les commandes ne répondent plus correctement. Le toit ouvrant devient un point de faiblesse. Jeannette comprend trop tard que la voiture n'avance plus alors que les cycles de lavage continuent. L'eau pénètre dans l'habitacle. Elle tente d'ouvrir une porte, mais la pression et les équipements autour d'elle limitent ses mouvements. Le toit ouvrant s'active au pire moment. Un tube de la station se déplace vers l'ouverture et menace de lui écraser le cou. Là encore, le film superpose les scénarios. Noyade, décapitation, collision. Jeannette ne sait même pas quel danger combattre en premier. George et Laurie arrivent et aperçoivent la voiture prisonnière de l'installation. Leur intervention se fait dans l'urgence, sans certitude. Ils parviennent à arrêter la chaîne et à dégager Janet avant que le mécanisme ne la tue. Pour la première fois, une personne désignée survit à la séquence qui lui était destinée. Cette victoire semble confirmer la règle découverte par Nick. Si l'on reconnaît le piège assez tôt, il est peut-être possible de faire passer la mort à la victime suivante. Mais au même moment, Hunt se trouve au bord d'une piscine. Il a choisi de continuer à vivre comme si rien ne pouvait l'atteindre. Il boit, observe les femmes autour de lui et refuse la peur qui gagne ses amis. Son téléphone reste dans ses affaires. Nick essaie de le joindre, mais Hunt n'entend pas l'appel. Une pièce de monnaie, celle qui apparaissait dans les visions, tombe près du système de filtration. Le drain de la piscine commence à fonctionner avec une puissance anormale. Un objet bloque une partie du mécanisme et modifie l'aspiration. Hunt plonge pour récupérer sa pièce porte-bonheur. Au fond du bassin, son corps est attiré contre la bouche d'évacuation. Il essaie de remonter, mais l'aspiration le maintient sous l'eau. Les autres baigneurs ne comprennent pas ce qui se passe. À la surface, la piscine paraît toujours paisible. Nick arrive au club et court vers le bassin. Il sait que son ami est en danger sans savoir exactement où regarder. Sous l'eau,
Hunt lutte jusqu'à manquer d'air. La pression du drain devient si forte qu'elle lui inflige une blessure interne fatale. Lorsque le système rejette finalement ce qu'il a arraché, la scène confirme que Nick est arrivé trop tard. Le montage entre Janet et Hunt était un choix stratégique de la mort autant qu'un choix de mise en scène. Les signes liés à l'eau concernaient les deux. Le groupe a sauvé Janet, mais cette réussite a dirigé l'ordre vers Hunt, isolé à quelques kilomètres. Nick ne pouvait pas être présent aux deux endroits. La règle offre donc un espoir empoisonné. Sauver quelqu'un reste possible, mais chaque sauvetage déplace immédiatement la menace. La disparition de Hunt atteint Nick d'une manière différente des morts précédentes. Carter, Samantha et Andy étaient presque des inconnus. Hunt appartenait à son quotidien. Il était agaçant, imprudent et parfois égoïste, mais il faisait partie du groupe qui était venu passer cette journée au circuit. La catastrophe n'est plus un événement extérieur que Nick essaie de réparer. Elle commence à détruire sa propre vie. Janet, de son côté, peut interpréter son sauvetage comme une preuve que le cycle est brisé. Laurie veut également croire que leur intervention a changé quelque chose. Pourtant, George sait que la liste ne s'arrête pas parce qu'une victime a été retirée d'un piège. Si Hunt est mort, l'ordre a simplement continué. George porte déjà un autre deuil, plus ancien et plus intime. Il révèle que sa femme et sa fille sont mortes dans un accident de voiture alors qu'il conduisait après avoir bu. Depuis, il vit avec la responsabilité de leur disparition. Le stade a ajouté des victimes à une culpabilité qui ne s'était jamais refermée. Lorsque les morts reprennent autour de lui, la survie cesse de lui paraître comme une chance. Elle ressemble à une condamnation à rester seul avec ce qui se fait. Il tente alors de se suicider. Pourtant, chaque méthode échoue. L'arme ne fonctionne pas comme prévu. Les circonstances empêchent le geste d'aboutir. Cette impossibilité produit l'une des révélations les plus sombres du film. George ne peut même pas choisir sa propre mort, parce que ce n'est pas encore son tour. La force qui organise la liste ne se contente pas de tuer. Elle protège temporairement ceux dont le moment n'est pas venu. Pour Nick, cette idée fournit une preuve supplémentaire. Si George avait simplement de la chance, plusieurs échecs successifs resteraient possibles, mais dans la logique qu'ils ont découverte, tout devient cohérent. La mort conserve chaque personne à sa place. Elle refuse à George la fin qu'il réclame afin de pouvoir la lui imposer plus tard, au point exact du dessin. Une information vient alors compliquer leur reconstruction. Jonathan Groves, le spectateur habillé en cow-boy, n'est pas mort au stade. Il a été retrouvé vivant sous les décombres et transporté à l'hôpital. Nick était persuadé de l'avoir vu disparaître dans sa vision. S'il a survécu sans sortir avec le groupe, leur ordre est incomplet. Jonathan devait mourir avant George. Cette découverte explique pourquoi le suicide de George était impossible. La liste attend encore Jonathan. Nick et George se précipitent vers l'hôpital, avec l'espoir d'arriver avant la prochaine chaîne. Ils connaissent désormais le nom de la victime, son emplacement et même la logique générale. Toutes les conditions d'un sauvetage semblent réunies. Mais l'hôpital, lieu conçu pour maintenir les gens en vie, devient à son tour un ensemble de risques. Jonathan est immobilisé dans un lit, couvert de blessures, et incapable de quitter sa chambre seul. Il a survécu pendant que les sauveteurs fouillaient les ruines du stade, mais sa survie l'a placé dans une dépendance totale. Il ne peut pas éviter un objet, courir vers une sortie, ni même vérifier le plafond au-dessus de lui. Nick et George essaient de le rejoindre rapidement, tandis qu'un problème se prépare à l'étage supérieur. Une baignoire déborde. L'eau s'étale sur le sol, s'infiltre dans la structure et alourdit progressivement une zone déjà fragilisée. Le danger n'a rien à voir avec les appareils médicaux qui entourent Jonathan. Aucun médecin ne commet une erreur spectaculaire. Le piège vient d'un étage qu'il ne voit pas et d'un incident domestique qui, dans un autre bâtiment, n'aurait causé qu'un dégât des eaux. Nick et George arrivent trop tard. Le plancher cède sous le poids de la baignoire. La masse traverse le plafond de la chambre et écrase Jonathan dans son lit. Son miracle au circuit n'était donc qu'un report. Enseveli une première fois, il meurt sous un nouvel effondrement. La répétition est cruelle. Ce que les gradins n'ont pas achevé,
Un objet banal le termine dans l'endroit où il devait être le plus protégé. En sortant de l'hôpital, Nick et George savent que le tour de ce dernier vient d'arriver. Il faudrait maintenant surveiller chaque véhicule, chaque porte, chaque appareil autour de lui. Pourtant, la menace ne leur laisse presque aucun temps. Une ambulance lancée sur la route surgit et frappe George. Après avoir échoué à se donner la mort lorsqu'il le voulait, il disparaît au moment où il recommençait à aider Nick. Cette mort agit comme une réponse brutale à la question du contrôle. George n'était pas invulnérable. Il était seulement retenu derrière Jonathan. Une fois la place libérée, rien ne l'a protégé. L'ambulance renforce également l'ironie déjà présente à l'hôpital. Les véhicules et les institutions associées au secours ne garantissent aucune sécurité. Dans cet univers, leur fonction habituelle ne compte pas. Seule compte leur position dans une chaîne d'accidents. Nick perd alors son meilleur allié. Laurie le croit, mais George apportait une maturité et une expérience que le groupe d'étudiants n'a pas. Il avait accès aux caméras du circuit, il avait accepté la règle et, malgré son désespoir, il était revenu pour tenter de sauver Jonathan. Sa disparition laisse Nick seul face à une liste qu'il pense presque terminée. Après George viennent Laurie, puis Nick, si l'ordre de la vision est exact. Janet a été sauvée à la station de lavage et Hunt est mort à sa place dans la progression. La logique pourrait donc avoir déplacé son nom. Mais personne ne sait où. Nick reçoit une nouvelle vision, plus vaste et plus confuse que les précédentes. Il aperçoit un cinéma, du feu, une série d'explosions, un escalator et une foule piégée dans un centre commercial. Ce n'est plus l'annonce d'une mort individuelle. C'est une autre catastrophe collective. Laurie et Janet se trouvent justement dans un centre commercial. Elles tentent de retrouver une vie normale après les funérailles, les avertissements et les accidents. Janet est particulièrement lasse. Elle a déjà échappé au circuit et à la station de lavage. Continuer à traiter chaque bruit comme un présage lui paraît insupportable. Laurie reste plus attentive, parce qu'elle a vu Nick avoir raison trop souvent. Autour d'elle, le film réinstalle les signes. Des travaux sont en cours. Un échafaudage se trouve près de la rue. Un enfant joue avec un véhicule télécommandé. Des produits inflammables sont stockés dans une pièce de service derrière l'écran d'un cinéma. Un clou, un câble, une bonbonne et une étincelle possible suffisent à faire du centre commercial une gigantesque machine. Mais les centaines de visiteurs ne voient qu'un espace familier, conçu pour le loisir et la consommation. Laurie remarque certains détails sans pouvoir les ordonner. Elle sent que quelque chose ne va pas, exactement comme Nick avant le crash. Cette évolution mérite attention. Jusqu'ici, les visions appartenaient à Nick. Au centre commercial, Laurie commence à percevoir les signes, comme si la proximité de son tour la rendait plus sensible au plan. Elle essaie de convaincre Janet de partir. Janet refuse de laisser la peur gouverner toutes ses décisions et entre dans la salle. Nick comprend le lieu de sa vision et se précipite au centre commercial. Il retrouve Laurie et tente de prévenir les responsables, mais son récit paraît une nouvelle fois impossible. Comment expliquer qu'une salle va exploser parce que des objets aperçus dans une prémonition sont en train de s'aligner derrière un écran? Le problème ne vient pas seulement du manque de temps. Il vient du fait que toute personne raisonnable chercherait une preuve avant d'évacuer un bâtiment entier. Dans la pièce technique, une chaîne d'incidents s'enclenche. Un objet endommage un contenant. Un liquide inflammable se répand. Un dispositif produit l'étincelle nécessaire. Le feu gagne les réserves derrière le cinéma. Dans la salle, Jeannette regarde le film sans percevoir que l'écran est devenu la mince séparation entre elle et une explosion. Lorsque la déflagration se produit, des projectiles traversent l'écran et frappent la salle. Janet meurt presque instantanément. Le feu se propage au reste du centre. La foule se précipite vers les sorties. Mais cette fuite crée de nouveaux dangers. Les accès se bloquent, les installations lâchent, et les personnes qui cherchent à échapper aux flammes se retrouvent entraînées vers d'autres mécanismes. Nick et Laurie courent dans le centre commercial. Ils ont perdu Janet, mais ils peuvent encore tenter de sortir. Un escalator devient leur dernier obstacle. Un panneau se détache, des pièces métalliques se déplacent,
et la machinerie normalement cachée sous les marches apparaît. Le lacet de Laurie se coince. Plus elle lutte, plus le mécanisme l'attire vers les engrenages. Nick essaie de la retenir. Pendant quelques secondes, tout le film se réduit à leurs mains et à la force de la machine. Laurie n'est pas séparée de lui par une grande distance. Il la touche, il comprend exactement ce qui va arriver, mais il ne parvient pas à inverser le mouvement. Elle est entraînée dans les engrenages de l'escalator. Nick assiste à la disparition de la personne qu'il voulait le plus sauver. Puis la scène se brise. Nick se retrouve à l'extérieur de l'hôpital, juste avant que l'ambulance ne frappe George. Tout ce qui vient d'arriver au centre commercial était une prémonition. Janet est encore vivante. Laurie n'est pas prise dans l'escalator. Le cinéma n'a pas encore explosé. Le film vient de cacher une vision à l'intérieur du récit sans nous prévenir. Et cette construction modifie notre rapport à toutes les images précédentes. Depuis le début, nous savions généralement quand Nick voyait l'avenir. La photographie changeait, les signes se concentraient, puis ils revenaient à lui. Ici, la vision se prolonge assez longtemps pour ressembler à la réalité. Le spectateur ressent donc une fraction de son incertitude. Si une séquence entière peut être annulée par un réveil, aucune sécurité visuelle ne subsiste. Nick ne réussit pas à sauver George. L'ambulance suit l'ordre annoncé. Mais il possède désormais quelques minutes d'avance sur la catastrophe du centre commercial. Il court vers le bâtiment, appelle Laurie et lui demande de faire sortir Janet. Cette fois, il ne doit pas seulement trouver une victime. Il doit identifier le premier élément matériel d'une réaction qui détruira plusieurs étages. Le véhicule télécommandé aperçu dans la vision joue un rôle décisif. Il provoque le déplacement d'un objet près de l'échafaudage ou de la zone de travaux. Une pièce tombe, perce un contenant et libère le liquide inflammable. Nick intervient au point où la chaîne est encore fragile. Il éteint le début d'incendie et empêche la succession d'explosions. Le cinéma reste intact. Janet ressort vivante. Laurie ne monte jamais sur l'escalator au moment fatal. Des centaines de visiteurs continuent leur journée sans savoir qu'un jeune homme vient de leur éviter une catastrophe. Pour la première fois, Nick ne sauve pas seulement une personne en la retirant du chemin. Il neutralise l'événement qui devait créer plusieurs morts. Cette réussite paraît plus solide que le sauvetage de Janet à la station de lavage. Là-bas, la machine avait été arrêtée, mais Hunt était mort au même moment. Ici, aucun décès immédiat ne semble remplacer le drame. La chaîne entière s'est effondrée avant de commencer. Nick, Laurie et Janet peuvent croire qu'ils ont enfin trouvé la véritable faille. Il ne suffit pas de déplacer la victime, il faut empêcher la cause. 2 semaines passent. Cette ellipse est courte, mais elle change le ton. Les 3 survivants cessent d'attendre un accident à chaque seconde. Ils se retrouvent dans un café et essaient de parler de l'avenir. Le film offre une image presque paisible. 3 amis autour d'une table, dans un lieu ouvert, loin des garages, des piscines et des salles obscures. Rien ne semble capable de produire une chaîne aussi complexe que celle qu'ils ont traversée. Nick reste pourtant inquiet. Des éléments de la prémonition et des accidents reviennent dans son esprit. Il regarde autour de lui et se demande si leur victoire au centre commercial était réelle. Une hypothèse plus sombre apparaît. Et si la vision du cinéma n'avait pas été un avertissement destiné à sauver les gens? Et si elle avait seulement conduit Nick à l'endroit et au moment nécessaire pour que le plan final se réalise? Cette question renverse le sens de son pouvoir. Pendant tout le film, Nick a traité ses prémonitions comme des messages qu'il pouvait utiliser contre la mort. Mais rien ne prouve que la source de ces images voulait l'aider. La première vision l'a fait sortir du stade et a créé la liste des survivants. Les visions suivantes l'ont conduit d'une victime à l'autre. La dernière a réuni Nick, Laurie et Janet après leur avoir donné assez d'espoir pour qu'ils baissent leur garde. À l'extérieur du café, un échafaudage menace de tomber. Un camion arrive sur la route. Le conducteur dévie pour éviter l'obstacle et perd le contrôle de son véhicule. Nick comprend quelques secondes trop tard. Il tente d'avertir Laurie et Janet, mais le camion traverse la façade du café. Le film montre leur mort sous la forme d'images radiographiques stylisées.
Les os se brisent, les corps sont projetés, et les trois amis disparaissent dans le même choc. Cette représentation rappelle le générique d'ouverture, composé d'accidents et de squelettes associés aux morts des films précédents. La chair, les émotions et les efforts sont réduits à une mécanique interne. La mort ne voit pas trois héros, elle remet simplement trois corps à leur place. La dernière phrase implicite du récit est donc terriblement simple. Ils n'ont peut-être jamais changé le plan. Le stade, la station de lavage, la piscine, l'hôpital et le centre commercial n'étaient que des détours conduisant à ce café. Nick a empêché une catastrophe, mais cette victoire a permis aux trois derniers survivants de se retrouver ensemble. Au lieu de les poursuivre séparément, le plan les efface en un seul mouvement. Cette fin peut sembler nihiliste, mais sa logique correspond exactement à l'identité de la franchise. Destination Finale ne raconte pas la victoire contre un meurtrier. Un meurtrier peut être arrêté, trompé ou tué. Ici, l'antagoniste est la condition même de toute vie. Les personnages ne cherchent pas à devenir immortels au sens abstrait. Ils essaient seulement de rompre un ordre particulier. Le film répond qu'ils peuvent gagner du temps, modifier un lieu et sauver d'autres personnes, mais qu'ils ne peuvent pas obtenir la preuve définitive d'une victoire. Le centre commercial reste néanmoins un succès réel sur le plan humain. Même si Nick, Laurie et Janet meurent ensuite, les visiteurs du cinéma ne sont pas tués dans l'explosion. Le film ne revient pas sur eux, mais leur survie donne une valeur concrète à l'intervention de Nick. Il n'a pas sauvé sa propre vie pour toujours. Il a sauvé des inconnus ce jour-là. Dans un récit où personne ne contrôle l'issue finale, la seule victoire mesurable se trouve peut-être là, dans les minutes, les jours ou les années accordées aux autres. Pour saisir pourquoi The Final Destination produit une sensation différente des trois premiers films, il faut regarder sa construction. Le scénario d'Eric Bress réduit volontairement l'histoire à une course rapide. Le film dure environ 82 minutes, générique compris, et avance avec très peu de détours. Les personnages n'ont pas de longues intrigues familiales ou professionnelles. Chaque scène sert à préparer un accident, expliquer une règle ou déplacer Nick vers le prochain nom. Cette vitesse représente à la fois une force et une faiblesse. Elle évite les temps morts et transforme le visionnage en succession de dispositifs tendus. Mais elle laisse moins d'espace aux personnages. Lorsque Hunt meurt, nous comprenons ce qu'il représentait pour Nick, surtout parce qu'ils étaient amis avant la course, pas parce que le film a développé leur relation. Samantha laisse deux enfants, Andy a perdu Nadia, George porte la culpabilité de sa famille, mais ces douleurs sont souvent évoquées juste avant que la mécanique reprenne. George constitue l'exception la plus marquante. Interprété par Michael T. Williamson, il reçoit une histoire personnelle qui dialogue directement avec le thème du film. Il a causé un accident mortel et vit depuis avec l'idée qu'il aurait dû mourir à la place de sa femme et de sa fille. Sa tentative de suicide n'est donc pas un simple effet horrifique. Elle transforme la règle de l'ordre en punition psychologique. George veut rejoindre les morts, mais le plan l'oblige à attendre. Nick, joué par Bobby Campo, occupe une position plus fonctionnelle. Son principal trait est son refus d'abandonner. Il ne comprend pas mieux les prémonitions que le spectateur, et il commet des erreurs d'interprétation. Mais chaque échec le pousse vers une nouvelle tentative. Après Andy, il se divise entre Janet et Hunt. Après Hunt, il cherche Jonathan. Après George, il court au centre commercial. Sa bravoure ne consiste pas à ne pas avoir peur. Elle consiste à continuer de regarder les signes, alors que chaque signe peut lui annoncer la mort d'un proche. Laurie, incarnée par Chantel Van Santen, sert d'ancrage émotionnel. Elle croit Nick avant que les preuves soient complètes et ne le traite jamais comme un spectacle. Dans le dernier acte, sa propre perception des présages rapproche le couple. Pourtant, le film lui refuse un arc totalement autonome. Elle reste surtout la personne que Nick veut protéger, et celle dont la mort imaginée dans l'escalator donne à la grande prémonition sa charge émotionnelle. Janet et Hunt représentent deux formes de déni. Hunt répond au danger en intensifiant son plaisir immédiat. Il refuse de passer sa survie à attendre la prochaine menace.
Janet résiste plutôt par fatigue. Après le circuit et le lavage automatique, elle veut retrouver une vie qui ne soit pas organisée autour des visions de Nick. Aucun des deux n'est simplement stupide. Leur comportement pose une vraie question. À quoi sert de gagner du temps si chaque minute doit être vécue comme une alarme? Le film ne tranche pas en faveur d'une réponse confortable. Hunt paie son insouciance, mais Nick meurt malgré sa vigilance. Janet est sauvée lorsqu'elle accepte l'aide des autres, puis elle disparaît alors qu'elle croit le cycle terminé. La prudence permet d'intervenir sur certaines chaînes, mais elle ne crée pas un refuge permanent. Le danger peut venir d'un objet surveillé ou d'un camion que personne n'a encore vu. La scène du circuit expose déjà toute cette philosophie. Une course automobile est un divertissement construit autour du risque contrôlé. Des pilotes roulent à des vitesses dangereuses, mais la piste, les barrières, les règles et les équipes techniques donnent au public l'impression que ce danger reste contenu. La prémonition détruit précisément cette frontière. Les voitures quittent la piste, les pièces traversent les protections, et la tribune s'effondre sur ceux qu'elle devait séparer de l'accident. Le choix du McKinley Speedway n'est donc pas seulement une manière de surpasser l'avion, l'autoroute ou la montagne russe des épisodes précédents. Il place les spectateurs du film face à une foule qui leur ressemble. Dans les gradins, des gens regardent une violence encadrée pour se divertir. Dans la salle de cinéma, le public regarde une catastrophe en 3 dimensions pour la même raison. Lorsque les débris semblent jaillir vers la caméra, la frontière entre spectacle et menace devient volontairement mince. Cette dimension autoréflexive atteint son sommet dans le centre commercial. Janet assiste à un film en 3D lorsque l'explosion traverse l'écran dans la prémonition. Les projectiles réels remplacent les effets du film qu'elle était venue voir. The Final Destination rappelle ainsi au public que sa propre promesse commerciale repose sur des objets lancés vers lui. La différence, heureusement, est que l'écran de la salle où nous regardons reste une barrière. Pour Janet, dans la vision, cette barrière disparaît. Le titre participe au même jeu. En 2009, The Final Destination pouvait donner l'impression d'une conclusion définitive. L'article anglais The le distingue des titres numérotés et suggère la destination finale de toute la série. Le producteur Craig Perry pensait lui-même que ce 4e volet pourrait être le dernier. Le succès commercial a changé cette perspective, et Final Destination 5 est arrivé 2 ans plus tard. Cette fausse promesse de conclusion correspond étrangement au récit. À plusieurs reprises, les personnages pensent avoir atteint la fin de la liste. Janet survit au lavage, et le groupe imagine une rupture. Nick empêche l'explosion, et les 3 amis croient au retour à la normale. Puis le café révèle une étape supplémentaire. Le titre dit final, le récit dit terminé, mais la franchise comme la mort trouve encore un prolongement. David R. Ellis connaissait déjà cet univers. Il avait réalisé Destination Finale 2, dont le carambolage provoqué par un camion de rondins reste l'une des séquences les plus mémorables de la saga. Son expérience de cascadeur et de coordinateur de cascade se retrouve dans son goût pour les réactions physiques en chaîne. Ici, toutefois, le projet est conçu dès le départ pour la 3D numérique, ce qui modifie la manière de filmer les accidents. Les objets arrivent souvent dans l'axe de la caméra. Une roue, une pierre, une bonbonne et différents débris semblent quitter l'écran. Les plans soulignent la profondeur des couloirs, des gradins ou des machines. À la piscine, l'espace entre la surface et le drain devient un axe vertical. Dans le garage, la trajectoire de la bonbonne mène directement Andy vers la grille. Le film ne veut pas seulement que l'on comprenne où se trouve le danger. Il veut que l'on ressente sa direction. En 2009, cette stratégie répond à un moment très particulier du cinéma commercial. Les studios investissent fortement dans la projection en relief. The Final Destination est le premier film de la saga tourné et présenté en HD 3D. Il sort aux États-Unis le 28 août 2009, quelques mois avant qu'Avatar n'accélère encore l'adoption du format. Certaines séances utilisent également la technologie D-Box, qui synchronise des mouvements de siège avec l'action. Le film est donc vendu comme une expérience physique autant que comme un récit d'horreur.
Le tournage principal se déroule en 2008, notamment à la Nouvelle-Orléans, après que David erre. Ellis a convaincu la production de déplacer le projet, qui aurait pu être filmé à Vancouver, comme les épisodes précédents. La grande séquence du circuit utilise le Mobile International Speedway, en Alabama, pour représenter le McKinley Speedway fictif. Les prises de vue 3D requièrent des dispositifs à 2 caméras, en particulier pour les scènes de course et les plans sous l'eau. Cette technologie apporte de la profondeur, mais elle impose aussi des contraintes. Les caméras sont plus lourdes. Les axes doivent être pensés pour le relief. Et les effets visuels portent une part importante des accidents impossibles à réaliser entièrement devant l'objectif. Le résultat a divisé le public. Certains spectateurs ont apprécié le caractère assumé de l'attraction. D'autres ont trouvé que les images numériques vieillissaient moins bien que les effets pratiques et les cascades plus tangibles des premiers volets. Le débat se voit particulièrement dans l'ouverture. Sur le plan conceptuel, la catastrophe du circuit est parfaitement adaptée à la saga. Elle possède une cause initiale identifiable, plusieurs réactions simultanées et un espace où chaque protection peut devenir une arme. Sur le plan visuel, elle dépend beaucoup d'images créées ou complétées numériquement. Les voitures qui volent, les corps projetés et les structures qui cèdent assument un excès proche d'un manège. Pour un spectateur venu chercher une peur réaliste, cet excès peut créer de la distance. Pour un public qui accepte le film comme une attraction macabre en relief, il fait partie du contrat. Cette opposition explique une grande partie de l'accueil critique. Rotten Tomatoes recense un tomatomètre de 28%, avec un consensus reprochant au film son caractère prévisible et son manque d'inventivité par rapport aux épisodes précédents. Metacritic affiche une moyenne de 30 sur 100 à partir de 14 critiques. Ces notes ne signifient pas que le film a été ignoré. Elles montrent plutôt que la formule était devenue très visible. Au 4e volet, les critiques savaient déjà qu'une prémonition ouvrirait le récit, que les survivants chercheraient l'ordre de la liste, et que la dernière scène annulerait probablement leur espoir. Le public commercial a répondu autrement. Le film ouvre en tête du box-office nord-américain avec plus de 27 millions de dollars lors de son premier week-end, selon les chiffres de Box Office Mojo. Il atteint environ 66,5 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, puis plus de 186 millions dans le monde, pour un budget rapporté de 40 millions. À ce moment-là, c'est le plus gros résultat mondial de la saga. Les billets plus chers des séances 3D jouent un rôle important, mais ils n'expliquent pas tout. Après 3 films, la promesse de voir le hasard transformer des objets ordinaires en pièges reste suffisamment forte pour attirer un large public. Le producteur Craig Perry a porté plus tard un jugement très sévère sur ce 4e épisode, tout en reconnaissant que son succès a offert à l'équipe la possibilité de revenir avec un 5e film. Cette franchise contient donc un paradoxe industriel semblable à son paradoxe narratif. Un chapitre présenté comme une possible conclusion et mal reçu par de nombreux critiques devient précisément la raison pour laquelle la série continue. Regarder The Final Destination aujourd'hui permet de séparer 3 expériences. Il y a d'abord le film tel qu'il existe sur un écran domestique, où les effets destinés à sortir de l'image paraissent parfois insistants. Il y a ensuite le souvenir de la projection 3D de 2009, avec les objets dirigés vers la salle, et, dans certains cinémas, les sièges en mouvement. Enfin, il y a sa place dans l'ensemble de la saga, où certaines idées faibles isolément prennent du sens comme variation d'une même règle. La séquence de Carter, par exemple, repose moins sur la surprise de sa destination que sur le plaisir anxieux de suivre la chaîne. Le film nous montre l'essence, la chaîne, le véhicule et le feu. Nous savons qu'ils vont se rejoindre. L'incertitude concerne l'ordre exact. Carter sera-t-il brûlé par la croix qu'il voulait allumer? La dépanneuse va-t-elle l'écraser? La chaîne va-t-elle le couper? L'explosion sera-t-elle la cause finale? Chaque possibilité reste ouverte jusqu'au dernier mouvement. Cette méthode pourrait être appelée le suspense de l'atelier. Le décor est présenté comme une table couverte d'outils.
Le réalisateur ne cache pas le marteau, la lame ou le câble. Il demande aux spectateurs d'imaginer comment ils vont être assemblés. Plus nous trouvons de solutions, plus notre attention se disperse. La mort gagne parce que nous surveillons trop de choses à la fois. Chez Samantha, le principe devient presque ludique avant de redevenir cruel. Le salon offre tant de risques que la pierre extérieure paraît secondaire. Le film utilise les enfants pour provoquer de petits dérèglements et pour détourner le regard de leur mère. Le spectateur se crispe devant un ventilateur, une bombe à aérosol ou un objet pointu. Lorsque Samantha sort vivante, le cerveau classe instinctivement la séquence comme terminée. La tondeuse exploite ce relâchement. Le décès d'Andy utilise une autre forme d'attente. Le garage annonce immédiatement la pression industrielle. Une bonbonne dont la valve se brise devient une fusée. La grille derrière Andy paraît d'abord être un simple élément du décor, mais sa forme géométrique donne au choc sa conséquence. Sans la clôture, la bonbonne aurait pu seulement le projeter. Sans la bonbonne, la grille ne présenterait aucun danger. La fatalité naît de leur alignement exact. La station de lavage fonctionne parce qu'elle retire progressivement les choix de Janet. Au début, elle pourrait encore reculer ou avancer. Puis le mécanisme prend le contrôle du véhicule. Les portes, qui devraient la protéger de l'eau et des brosses, l'enfermant. Le toit ouvrant, conçu pour apporter de l'air et de la lumière, devient une ouverture vers la machine. Tout objet conserve sa fonction habituelle, mais cette fonction est retournée contre la victime. Le sauvetage de Janet produit une rare détente. George et Laurie arrivent, la machine s'arrête et la jeune femme respire. Le film pourrait couper directement à la scène suivante, mais le montage avec Hunt transforme le soulagement en faute d'attention. Pendant que nous suivons la victime la plus visiblement enfermée, la piscine cache une menace sous une surface calme. Le piège de Hunt touche une peur physique très particulière. Dans une piscine remplie de monde, il devrait être facile d'obtenir de l'aide. Pourtant, l'eau déforme les sons, ralentit les mouvements et dissimule ce qui se passe au fond. Hunt peut voir les autres baigneurs au-dessus de lui, mais il ne peut pas les atteindre. Sa personnalité renforce l'ironie. Il cherche constamment à être remarqué, puis meurt dans un espace public sans que personne ne comprenne sa lutte. La pièce qu'il veut récupérer mérite également d'être observée. Elle représente une petite chance, un objet dont la valeur est presque symbolique. Hunt plonge pour quelque chose qu'il aurait pu abandonner. La saga aime ces décisions minuscules. Se pencher, revenir chercher un objet, attendre quelques secondes, choisir une autre file. Aucun personnage ne décide consciemment de risquer sa vie. Il fait un geste quotidien et la chaîne utilise ce geste comme autorisation. Jonathan est encore plus passif. Il ne commet aucune erreur au moment de sa mort. Son corps est immobile et sa chambre semble surveillée. L'accident vient d'au-dessus. Cette absence de choix empêche de lire les décès comme une morale où chaque victime serait punie pour un défaut. Carter agit avec haine, Hunt avec arrogance, mais Jonathan meurt simplement parce qu'il avait survécu. La liste ne juge pas les caractères. La même neutralité s'applique à George. Son passé le ronge et son geste suicidaire est désespéré, mais l'ambulance ne représente ni pardon ni condamnation. Elle arrive parce que l'ordre s'est libéré. La mort de la saga n'est pas un tribunal. Elle ne récompense pas Nick pour son courage et ne protège pas Laurie pour sa fidélité. Elle corrige une séquence. C'est ce qui rend l'univers plus froid qu'un slasher traditionnel. Dans un slasher, les règles morales peuvent être injustes ou simplistes, mais elles existent souvent. Entrer dans un lieu interdit, se séparer du groupe, ignorer un avertissement. Ici, même le comportement le plus prudent ne suffit pas. Nick fait exactement ce que le héros doit faire. Il enquête, partage l'information, cherche les victimes et prend des risques. Sa mort finale ne sanctionne aucune faute évidente. La seule erreur possible se trouve dans son interprétation des prémonitions. Nick suppose qu'elles sont destinées à lui permettre de gagner. Or le film ne confirme jamais cette intention. Une vision peut être un écho de ce qui devrait arriver, sans auteur bienveillant. Elle peut aussi faire partie du plan, comme Nick le soupçonne au café.
L'ambiguïté empêche de savoir si le libre arbitre est réel ou seulement prévu. Prenons le sauvetage de Janet. Si Laurie et George ne l'avaient pas sortie de la station, elle serait morte à cet endroit. Hunt serait peut-être venu ensuite. En la sauvant, ils permettent à Hunt de mourir sans délai, puis Janet atteint le café final. Le résultat global reste identique pour les survivants du circuit, mais le chemin change. La mort semble donc capable d'absorber une intervention et de recalculer la suite. Le centre commercial pose un problème plus vaste. Nick empêche une explosion qui aurait tué de nombreuses personnes absentes du circuit. Ces visiteurs ne figuraient pas dans la liste initiale. Pourquoi la mort aurait-elle créé une catastrophe supplémentaire pour atteindre seulement Laurie, Janet et Nick? La réponse la plus simple est que les accidents peuvent inclure des dommages collatéraux. La force qui corrige la liste ne paraît pas limitée par un souci d'économie. Une autre lecture considère la vision du centre commercial comme une possibilité plutôt que comme un plan fixe. Nick voit ce qui arrivera s'il n'intervient pas. Lorsqu'il change la cause, ce futur disparaît réellement. La mort doit alors utiliser une autre chaîne, celle du café. Dans ce cas, les prémonitions offrent bien une liberté locale. Elles ne permettent pas d'annuler la mort, mais elles permettent de choisir quel futur ne se réalisera pas. Cette lecture protège la valeur morale de l'action de Nick. Si tout était entièrement écrit, ses efforts seraient de simples gestes programmés. Si plusieurs futurs existent, il sauve réellement la foule du centre commercial, même s'il ne se sauve pas lui-même. Le film ne donne pas de réponse officielle, et son efficacité dépend de cette zone grise. L'ordre des morts apporte aussi quelques difficultés volontaires. Nadia sort du stade, mais est tuée presque aussitôt par la roue. Elle peut être considérée comme la dernière victime directe de la catastrophe, plutôt que comme la première mort de la correction. Carter vient ensuite, puis Samantha, Andy, Hunt après le sauvetage de Janet, Jonathan et George. Les images de surveillance servent à rendre cet ordre lisible, mais Nick doit toujours combiner le souvenir de sa vision avec des informations incomplètes. Jonathan constitue le piège de cette méthode. Parce que Nick le croyait mort sous les gradins, il l'avait retiré de la liste des survivants. Le sauvetage tardif modifie toute la séquence sans que le groupe le sache. Le film rappelle ainsi qu'une règle parfaitement comprise reste inutile si les données de départ sont fausses. Nick ne perd pas seulement contre le destin. Il perd contre l'impossibilité de tout voir. Les présages visuels jouent un rôle comparable. Nick reçoit des signes assez précis pour être reconnu après coup, mais trop abstraits pour garantir une prévention. Une pièce peut annoncer Hunt, la station de lavage ou même un mécanisme circulaire. L'eau concerne Janet, Hunt et Jonathan. Une croix peut renvoyer à l'acte de Carter ou à sa mort par le feu. Le symbole ne ment pas, mais il n'offre pas de mode d'emploi. Le spectateur se trouve dans la même position. Le film montre un objet et nous invite à lui attribuer une fonction. Nous sommes souvent capables de prédire qu'il participera à l'accident, rarement de savoir exactement comment. Cette différence entre reconnaissance et compréhension maintient la tension même lorsque la formule générale est connue. Le générique d'ouverture annonce déjà cette expérience. Des images radiographiques présentent des morts qui évoquent les épisodes précédents. Objets tranchants, impact, corps réduits à leurs os. Le choix du squelette retire les identités et transforme la saga en catalogue de forces physiques. Le feu brûle, la pression écrase, la vitesse projette, le métal coupe. La mort invisible n'a pas besoin d'un visage parce que la matière entière peut devenir son corps. Le générique final reprend ce langage avec Nick, Laurie et Janet. Leur disparition ne bénéficie pas d'un dernier dialogue prolongé ou d'une image sentimentale. Le camion traverse le café, puis les radiographies montrent la collision comme une démonstration. Cette sécheresse peut frustrer après tous leurs efforts, mais elle ferme la boucle visuelle. Le film a commencé par des squelettes anonymes. Il termine en ajoutant ses héros à la collection. La musique de Brian Tyler accompagne cette approche avec une énergie plus agressive que mélancolique. Elle soutient la course, les visions et les accélérations des chaînes. Le film laisse également les sons mécaniques prendre une place centrale. Moteurs, câbles tendus
eau sous pression, métal qui vibre. Avant chaque accident, le bruit permet souvent d'identifier un objet que l'image ne regarde plus. Cette attention sonore est essentielle dans les scènes où la mort n'apparaît pas. Un tueur humain pourrait entrer dans le cadre et signaler sa présence. Ici, le frémissement d'un ventilateur, le claquement d'une valve ou la variation d'un moteur remplit cette fonction. Le décor produit sa propre musique d'alerte. La lumière et la couleur distinguent également les espaces sans leur donner une véritable sécurité. Le circuit baigne dans une clarté chaude et poussiéreuse. La piscine paraît bleue, ouverte et agréable. Le centre commercial est lumineux. Contrairement à beaucoup de films d'horreur, The Final Destination ne dépend pas de couloirs nocturnes. Ces pièges fonctionnent en plein jour, devant des témoins. Ce choix déplace la peur vers le quotidien. Une fois le film terminé, le spectateur ne se méfie pas d'un château abandonné. Il regarde différemment une station de lavage, une tondeuse, une bonbonne, un escalator ou le drain d'une piscine. La saga a toujours compris que les peurs durables naissent souvent d'objets que l'on reverra le lendemain. Le camion final renvoie directement à cette mémoire collective. Après Destination Finale 2, un véhicule lourd transportant des rondins est devenu l'une des images emblématiques de la série. Le quatrième film n'utilise pas exactement le même chargement, mais il termine sur la route et sur la trajectoire incontrôlée d'un poids lourd. Le danger revient à une forme simple. Une masse trop grande, trop rapide, séparée des personnages par quelques mètres seulement. Le café semble sûr parce qu'il ne contient aucune machine spectaculaire. Le risque vient de l'extérieur. Cette dernière décision complète la leçon de Jonathan. Surveiller son environnement immédiat ne suffit pas. Un plafond peut céder depuis l'étage supérieur, un projectile peut venir d'une pelouse, un camion peut traverser un mur. La chaîne n'a pas de frontières visibles. Malgré sa noirceur, le film conserve un humour cruel. Il joue avec les attentes, donne à certains personnages des attitudes exagérées et transforme parfois l'accumulation de mauvais signes en jeu avec le public. Hunt apporte une arrogance comique. Les fausses alertes du salon ou du garage sont montées pour faire réagir la salle. La 3D elle-même assume un plaisir de fête foraine. Cet humour empêche l'ensemble de devenir une méditation constamment lourde sur la mort. Il crée toutefois un risque de ton. Lorsque les personnages sont peu développés et que les accidents deviennent des numéros, le public peut cesser de craindre pour eux et attendre seulement la prochaine invention. Plusieurs critiques ont précisément reproché au film de traiter ses victimes comme des mannequins de crash test. La remarque est juste, mais elle décrit aussi ce que le film met en scène. Les personnages regardent une course où des voitures tournent pour leur divertissement. Le public regarde ensuite leur corps traverser une série d'épreuves conçues pour le spectacle. Le centre commercial contient un film dans le film. The Final Destination sait qu'il vend une attraction, même s'il ne transforme pas toujours cette conscience en commentaires profonds. Dans l'ouverture, Nick et ses amis ne sont pas placés au hasard dans un véhicule en mouvement. Ils sont assis comme nous. Ils regardent. La vision fait de Nick le premier spectateur capable de voir la fin avant les autres. Son pouvoir ressemble à une version extrême de notre connaissance du genre. Nous savons qu'un accident arrive parce que nous avons acheté une place pour un film intitulé The Final Destination. Les personnages autour de lui ne le savent pas encore. Lorsque Nick se lève et demande à partir, il essaie de sortir du spectacle. La catastrophe franchit pourtant les murs et tue Nadia dehors. Ce mouvement dit que quitter la salle ne suffit pas. Une fois que l'image de la mort existe, elle suit les survivants dans le monde ordinaire. Laurie joue alors le rôle du spectateur qui accepte de croire sans avoir vu. Elle suit Nick parce qu'elle lui fait confiance. Hunt et Janet représentent ceux qui demandent une preuve. Carter transforme l'avertissement en conflit. George intervient selon sa fonction professionnelle. Leurs réactions différentes créent le groupe des survivants. La liste naît donc de choix humains réels, même si la vision les provoque. On peut se demander ce qui se serait passé si Nick était sorti seul. Ses amis seraient morts dans les tribunes et la liste aurait été beaucoup plus courte. Sa panique, son insistance et l'altercation sauvent plusieurs personnes.
Chaque relation augmente le nombre de vies reportées. La qualité la plus héroïque de Nick, son refus de partir sans les autres, crée également l'ampleur de la correction. Ce paradoxe traverse toute la saga. Sauver une personne est moralement évident, mais dans la logique surnaturelle, ce sauvetage prolonge une chaîne de peur. Le film ne suggère jamais qu'il aurait mieux valu laisser les gens mourir. Il montre seulement que faire le bon choix n'efface pas les conséquences. Samantha illustre la portée familiale de ces conséquences. Ses fils quittent le circuit parce qu'elle suit le mouvement. Ils survivent, puis perdent leur mère peu après. Le calcul émotionnel est impossible. Le sauvetage leur a donné la vie et leur a infligé un nouveau traumatisme. Aucune règle surnaturelle ne peut mesurer cette complexité. George cherche justement un calcul qui réparerait le passé. Il voudrait échanger sa vie contre celle de sa femme et de sa fille, mais l'échange n'existe pas. La mort ne rembourse rien. Sa survie au stade et l'échec de son suicide l'obligent à comprendre que la culpabilité n'offre aucun contrôle cosmique. Son choix de rejoindre Nick à l'hôpital devient alors significatif. George pourrait attendre son tour, isolé. Il décide malgré tout d'aider Jonathan. Après avoir voulu mourir, il agit pour préserver la vie d'un autre homme. Il échoue, mais ce geste lui rend une part de dignité avant l'ambulance. Le film passe vite sur cette évolution, et c'est peut-être l'une de ses occasions manquées. Quelques scènes supplémentaires entre George et Nick auraient pu donner plus de poids à leur alliance. Le jeune homme représente une vie tournée vers l'avenir. George reste prisonnier du passé. Ensemble, ils auraient pu approfondir la question de ce que l'on fait du temps volé. La durée resserrée choisit plutôt l'efficacité. À peine une règle est-elle comprise qu'un nouvel accident l'atteste. Le spectateur n'a pas le temps de s'installer dans une solution. Après Carter et Samantha, Nick découvre l'ordre. Après Andy, il apprend que connaître le nom ne suffit pas. Après Janet, il apprend qu'un sauvetage déplace le tour. Après George, il découvre qu'une vision entière peut encore se cacher devant lui. Après le centre commercial, il comprend que la victoire elle-même peut devenir un maillon. Cette progression donne au scénario une forme plus intelligente que ne le laisse penser son apparente simplicité. Les règles ne changent pas vraiment, mais la compréhension de Nick change. Il passe de la coïncidence à la liste, de la liste au déplacement, du déplacement à la catastrophe secondaire, puis à l'hypothèse du plan total. Chaque étape retire une certitude. La première certitude perdue est celle du hasard. La deuxième est celle de l'ordre complet, à cause de Jonathan. La troisième est celle d'un sauvetage durable, à cause de Hunt. La quatrième est celle de la perception, lorsque le centre commercial se révèle être une vision. La dernière est celle de l'intention. Les prémonitions ne sont peut-être pas des alliés. Cette architecture permet de revoir le film en cherchant non pas qui va mourir, mais quelle certitude va tomber. Elle donne également plus de sens aux fausses alertes. Chaque objet menaçant n'est pas seulement une distraction. Il représente une explication que les personnages pourraient choisir trop tôt. Au salon, l'intérieur paraît être le danger. La pierre vient de l'extérieur. Au garage, plusieurs outils paraissent actifs. La bonbonne utilise la grille immobile. À la station de lavage, l'eau menace de noyer Janet. Le tube au niveau du toit devient le risque final. À la piscine, la foule suggère la sécurité. Le vrai piège est invisible sous elle. À l'hôpital, le matériel médical attire l'œil. La baignoire tombe d'un autre étage. Au café, la paix intérieure masque la route. Le motif le plus constant n'est donc pas la mort, mais l'erreur de cadrage. Les personnages regardent au mauvais endroit, et la caméra nous encourage souvent à faire la même chose. Nick survit plus longtemps parce que ses visions élargissent parfois le cadre. Il perd lorsque le plan dépasse encore ce qu'il peut voir. Le choix de filmer en relief accentue cette idée. La 3D ne sert pas uniquement à lancer des objets vers le public. Elle organise plusieurs plans de danger. Un objet menaçant peut occuper le premier plan pendant qu'une seconde cause se prépare derrière lui. Dans un espace plat, l'œil rassemble facilement les éléments. Dans une composition profonde, il doit choisir où faire la mise au point. La mort habite souvent la zone que l'attention vient d'abandonner. Au circuit, cette profondeur sépare d'abord la piste des gradins.
Les voitures tournent loin devant, tandis que les spectateurs restent dans un espace supposé protégé. Le crash détruit la distance. Une roue parcourt tout l'axe. Les véhicules montent vers les sièges et les débris traversent la frontière. L'effet 3D matérialise le principe du film. Aucun espace d'observation ne reste extérieur à l'accident. Dans la piscine, la séparation devient verticale. La surface accueille les corps détendus et la lumière. Le fond contient le drain, la pression et la lutte de Hunt. Un seul bassin offre deux réalités superposées. Cette composition est l'une des plus efficaces du film parce qu'elle ne dépend pas seulement d'un projectile numérique. Elle utilise la profondeur pour créer l'isolement. Le garage transforme au contraire la profondeur en trajectoire horizontale. La bonbonne part d'un point, traverse l'atelier, rencontre Andy et termine contre la grille. La scène peut être lue comme une ligne de force. Chaque objet est inoffensif tant qu'il reste à sa place. Le danger apparaît lorsque la pression les aligne. Cette obsession de l'alignement correspond au travail du directeur de la photographie, Glenn McPherson, et au montage de Mark Stevens. Le film doit rendre les causes assez visibles pour que le public puisse jouer, sans révéler trop tôt la combinaison exacte. Un plan bref sur une valve est une promesse. Un retour sonore vers cette valve rappelle qu'elle existe. Le montage retarde ensuite le moment où la promesse et la conséquence se rejoignent. Le rythme utilise souvent 3 phases. La scène présente d'abord le lieu comme un environnement ordinaire. Ensuite, elle sélectionne plusieurs objets et augmente leur fragilité. Enfin, un geste minuscule lance la réaction. Cette structure se répète, mais la position de la fausse alerte varie. Chez Samantha, elle arrive juste avant la sortie. Chez Janet, plusieurs menaces restent actives en même temps. Chez Hunt, le danger paraît presque invisible jusqu'à ce que son corps soit déjà retenu. La répétition devient inévitable dans une saga fondée sur une règle stable. L'enjeu consiste donc à varier le milieu, la texture et le rapport de la victime au piège. Carter est mobile et traîné par son véhicule. Samantha est frappée à distance. Andy est projeté. Janet est enfermée mais sauvée. Hunt est aspiré et caché. Jonathan est immobilisé puis écrasé. George marche librement lorsqu'un véhicule le frappe. Chacun occupe une relation différente avec l'espace. Les morts imaginées du centre commercial complètent ce catalogue. Janet est touchée dans une salle où elle reste assise. Laurie est attirée par une machine en mouvement et Nick traverse la catastrophe en essayant d'agir. Puis la réalité du café les réunit dans une collision collective. Le dernier choc simplifie toutes les inventions précédentes. Après tant de chaînes complexes, un camion qui dévie suffit. Cette simplicité finale peut être lue comme une plaisanterie cosmique. Nick a appris à repérer les valves, les câbles, les fluides et les appareils. Il est prêt à résoudre un mécanisme compliqué. La mort choisit une trajectoire directe. L'échafaudage tombe, le camion tourne, la vitre cède. L'intelligence acquise par le héros ne trouve aucun levier. Le véhicule télécommandé aperçu près du centre commercial établit un pont subtil vers cette conclusion. Un petit véhicule provoque le désordre qui aurait mené à une explosion. Un poids lourd termine le récit. Dans les deux cas, un conducteur perd le contrôle à cause d'un obstacle extérieur. Nick réussit la première fois parce qu'il connaît le point de départ. Au café, il comprend seulement lorsque le camion est déjà lancé. Le film s'intéresse ainsi moins à la force des objets qu'au temps disponible. Une bonbonne, une pierre ou un camion deviennent fatales parce qu'une décision doit être prise en moins d'une seconde. La prémonition offre à Nick quelques minutes, parfois davantage. Cette avance représente son unique pouvoir. Lorsqu'il l'utilise au bon endroit, il sauve Janet ou le centre commercial. Lorsqu'il reçoit une image ambiguë, l'avance se dissout dans l'interprétation. La vision du stade est la plus généreuse et la plus trompeuse. Elle lui montre tout, y compris sa propre mort. Grâce à elle, il peut agir avant que le premier choc se produise. Mais elle contient tellement de victimes et de mouvements qu'il ne mémorise pas parfaitement l'ordre. Jonathan disparaît dans la confusion, et cette erreur revient plus tard. Une information abondante n'est pas forcément une information claire. Les visions fragmentaires suivantes fonctionnent à l'inverse.
Elles sont courtes, mais chaque symbole peut s'appliquer à plusieurs personnes. Law associe Janet et Hunt. Le film oblige Nick à distribuer son équipe. En sauvant l'une, il perd l'autre. Le pouvoir devient un problème de ressources. Trop peu d'alliés, trop de lieux, trop peu de temps. Après la mort de George, cette faiblesse atteint son maximum. Nick n'a plus accès à l'expérience de l'agent ni à son calme. Il court seul vers le centre commercial et doit convaincre des inconnus. La prémonition lui donne une échelle plus grande au moment même où son groupe se réduit. Laurie compense partiellement cette perte. Elle repère les signes et tente d'éloigner Jeannette du cinéma. Leur relation montre que la survie dépend autant de la confiance que de la connaissance. Nick peut avoir une vision exacte. Si personne ne le suit, elle ne change rien. Au circuit, l'altercation pousse les gens dehors. À la station, George et Laurie agissent sans tout comprendre. Au centre commercial, Janet résiste parce que la répétition des avertissements a épuisé sa confiance. Cette fatigue psychologique est souvent oubliée lorsque l'on juge les décisions des personnages d'horreur. Après un événement traumatique, rester constamment en alerte est impossible. Le cerveau cherche des routines, minimise certains signes et se protège par le déni. Janet ne refuse pas seulement une information. Elle refuse une existence où un lavage de voiture ou une séance de cinéma exige un plan d'évacuation. Hunt adopte une version plus agressive du même mécanisme. Il choisit les plaisirs visibles parce que la menace reste invisible. Sa bravade masque peut-être la même peur que Nick exprime ouvertement. En allant à la piscine, il réaffirme qu'il contrôle son corps et son temps. Le drain lui retire précisément ces deux choses. Laurie, à l'opposé, accepte de partager la peur de Nick. Cette proximité la maintient plus longtemps en vie, mais elle a un coût. Chaque vision transforme leur relation en compte à rebours. Nick ne peut plus la regarder sans imaginer sa place sur la liste. Lorsqu'il voit l'escalator l'emporter, la prémonition utilise son lien le plus fort pour rendre l'avertissement impossible à ignorer. La fausse mort de Laurie est d'ailleurs plus développée émotionnellement que sa mort réelle. Dans la vision, Nick lutte pour la retenir. Au café, le camion frappe si vite que leur relation n'a aucun dernier moment. Le film oppose ainsi la mort racontable, pleine de suspense et de choix, à la mort accidentelle, qui peut ne laisser aucune scène d'adieu. Jeannette subit la même opposition. Sa mort au cinéma aurait été spectaculaire, liée à son refus de partir et intégrée à une catastrophe. Sa mort réelle arrive autour d'une table, après qu'elle a survécu à tous les grands dispositifs. Le plan final retire à chacun la mort que le film avait soigneusement préparée et la remplace par un choc commun. Cette décision explique pourquoi certains spectateurs considèrent la fin comme efficace et d'autres comme abrupte. Elle offre un dernier retournement fidèle à la saga, mais elle réduit le temps consacré aux conséquences. Nous ne voyons pas les secours, les familles ou la réaction publique. Le récit s'arrête au moment où la correction s'achève. Le point de vue n'appartient jamais au monde qui continue, il reste attaché à la liste. Le monde extérieur connaît pourtant plusieurs catastrophes extraordinaires en quelques semaines. Le McKinley Speedway s'effondre, des survivants meurent dans des accidents improbables et un centre commercial échappe de peu à une explosion. Les médias apparaissent surtout pour transmettre des informations utiles. Le film n'explore pas une enquête publique prolongée. Cette absence maintient l'histoire dans une bulle où Nick possède presque seul la bonne explication. Les autorités auraient peu de moyens d'accepter cette explication. Chaque décès comporte une cause matérielle. La dépanneuse de Carter se déplace à cause de ses commandes, la tondeuse projette une pierre, la bonbonne libère sa pression, le drain aspire, la baignoire traverse un plancher. Aucune empreinte surnaturelle ne subsiste. La mort commet des accidents qui peuvent être documentés sans jamais être reliés juridiquement. Voilà pourquoi les images de surveillance du circuit sont importantes. Elles constituent la seule archive d'un ordre invisible. George et Nick ne cherchent pas un coupable dans les vidéos. Ils cherchent une séquence. Leur enquête ressemble à un montage du film lui-même. Ils rembobinent, isolent des visages et transforment des plans en prédictions.
Cette mise en abîme rejoint le rôle du spectateur. Revoir The Final Destination, c'est effectuer le même travail. Examiner les arrière-plans, identifier les objets récurrents et comparer la prémonition à la réalité. Le film est conçu pour que certaines informations prennent plus de valeur au second visionnage, même si son intrigue générale reste simple. On remarque alors que le stade n'est pas seulement le point de départ. Il contient des versions miniatures de presque tout ce qui suit. Vitesse, pression, métal, feu, foule, structure, qui cède et projectiles lancés à distance. Chaque mort individuelle extrait une force de la catastrophe initiale et la place dans un décor quotidien. Carter reçoit le feu et le véhicule. Samantha reçoit le projectile. Andy reçoit le métal et la pression. Hunt reçoit une force qui immobilise. Jonathan reçoit l'effondrement. George reçoit le véhicule lancé. Le film déplie donc le grand accident en plusieurs petits accidents. La vision condense toutes les morts en quelques minutes. Le reste du récit les redistribue. C'est l'une des clés les plus cohérentes de sa structure. Les survivants ne quittent pas vraiment le McKinley Speedway. Ils emportent chacun un fragment du crash. Le café réunit ces fragments une dernière fois. La construction extérieure rappelle les structures qui cédaient. Le camion rappelle les voitures de course. La façade vitrée remplace la barrière des tribunes. Nick, Laurie et Janet sont de nouveau assis comme des spectateurs. Le mouvement qui devait rester dehors traverse leur espace. Le lieu porte également une banalité calculée. Après la course, le garage, la piscine et le centre commercial, un café n'offre pas une identité horrifique forte. Les personnages le choisissent parce qu'il paraît neutre. Cette neutralité devient le masque idéal. La mort n'a plus besoin d'un décor spectaculaire puisque le spectateur a appris à craindre chaque détail. À l'échelle de la saga, The Final Destination se situe au point où la formule est à la fois parfaitement reconnaissable et menacée d'épuisement. Le premier film avait la nouveauté d'un antagoniste invisible. Le deuxième agrandissait la catastrophe avec l'autoroute et jouait davantage avec les règles. Le troisième utilisait des photographies comme présage. Le quatrième mise sur la 3D, la vitesse et une accumulation plus directe de dispositifs. Il ne tente pas de réinventer la mythologie. William Bloodworth, la figure mystérieuse interprétée par Tony Todd dans plusieurs autres chapitres, n'apparaît pas pour expliquer une nouvelle règle. Aucun sacrifice ne propose une solution durable. Aucun lien familial secret ne recompose la liste. Le scénario reste concentré sur l'idée la plus pure. Une prémonition, un ordre, des accidents et un faux répit. Cette pureté peut être vue comme une faiblesse narrative ou comme une honnêteté de série B. Le film sait ce que son public vient chercher et le livre en 82 minutes. Il ne prétend pas offrir une mythologie complexe. Son innovation principale appartient à la présentation, pas au fond. La 3D explique également certaines images qui paraissent étranges hors de leur contexte d'origine. Un objet qui reste longtemps dans l'axe ou un effet numérique très visible pouvait produire un impact différent dans une salle équipée en 2009. Juger uniquement la version plate revient à regarder une attraction après avoir désactivé une partie de son mécanisme. Cela n'efface pas les défauts, mais cela permet de comprendre l'intention. Le film a même été associé à des séances utilisant les mouvements D-Box, ce qui poussait l'expérience encore plus loin. Le siège pouvait réagir à une collision ou à une accélération. Le public ne regardait plus seulement le crash, il recevait une imitation contrôlée de ces secousses. Pour une histoire où des spectateurs de course voient le danger franchir la barrière, cette stratégie commerciale possède une cohérence presque ironique. La sortie française a lieu le 26 août 2009, avant la sortie nord-américaine du 28 août. Le film trouve rapidement son public international. Plus de la moitié de ses recettes mondiales provient des marchés situés hors des États-Unis et du Canada. La prémisse voyage facilement, elle dépend peu d'un contexte culturel précis et beaucoup de peurs physiques immédiatement lisibles. Une tondeuse qui projette une pierre, un drain trop puissant ou un escalator qui accroche un lacet fonctionnent dans presque toutes les langues. Les dialogues expliquent la règle, mais les chaînes d'accidents se comprennent par l'image. Cette accessibilité contribue à la longévité de la franchise.
Le casting repose sur des visages alors relativement nouveaux pour le grand écran. Bobby Campo tient ici son premier rôle majeur au cinéma. Chantal Van Santen, Nick Zano et Hayley Webb forment avec lui un groupe jeune dont la familiarité doit être comprise très vite. Michael T. Williamson apporte une présence plus expérimentée à George. Le film utilise cette différence d'âge pour donner au personnage une gravité que les étudiants n'ont pas encore. Krista Allen incarne Samantha, Andrew Fissella joue Andy, Justin Welborn prête à Carter son agressivité et Jackson Walker interprète Jonathan. Beaucoup de personnages sont identifiés moins par une histoire développée que par leur silhouette, leur métier ou leur comportement au circuit. Cette simplification permet au public de les reconnaître dans les images de surveillance et dans la liste, mais elle nourrit aussi la critique sur leur manque d'épaisseur. Le scénario aurait pu approfondir Nadia, ou la compagne de Carter, montrer davantage les enfants de Samantha, ou donner à Andy un deuil plus long. Il choisit de ne pas le faire. La catastrophe initiale produit une foule de trajectoires, puis le film suit seulement celles qui servent à la correction. Cette économie est brutale, presque administrative. Le mot liste prend alors tout son sens. Les personnages deviennent des positions avant de redevenir des personnes au moment de leur peur. Nick lutte justement contre cette réduction. Lorsqu'il cherche Andy, Hunt ou Jonathan, il essaie de transformer un nom dans l'ordre en vie que l'on peut encore atteindre. Chaque échec lui retire un peu de cette conviction. Après Andy, il sait que prévenir ne suffit pas. Après Hunt, il comprend que se diviser peut sacrifier quelqu'un. Après Jonathan, il découvre qu'une information tardive annule toute stratégie. Après George, il agit avec une urgence presque automatique. Pourtant, il ne devient jamais indifférent. Sa persévérance distingue le film de son propre cynisme. Le monde narratif affirme que tout effort est provisoire. Le héros continue d'agir. Sans cette contradiction, l'histoire ne serait qu'une série de démonstrations mécaniques. Nick lui donne un mouvement moral. Voir venir le pire oblige à essayer, même lorsque les statistiques sont désespérées. Le film ne lui accorde aucune récompense personnelle, mais il lui accorde une action décisive au centre commercial. Ce détail empêche la conclusion de réduire entièrement son parcours à zéro. Des gens qui n'apprendront jamais son nom rentrent chez eux parce qu'il a compris une vision. Son échec individuel contient une réussite collective. Cette nuance sépare le fatalisme du nihilisme absolu. La mort reste inévitable, mais le moment et les conséquences comptent. Gagner 2 semaines permet une conversation, un adieu ou un sauvetage. Empêcher une explosion protège des familles entières. Le film n'insiste pas sur cette lecture, mais elle existe derrière son dernier choc. La saga pose depuis le début une question moins spectaculaire que ces accidents. Si personne ne peut éviter la fin, qu'est-ce qui donne de la valeur au temps gagné? The Final Destination répond involontairement par les choix de Nick. Il utilise son temps pour avertir, courir, chercher et sauver. Hunt l'utilise pour le plaisir immédiat. George hésite entre l'abandon et l'aide. Janet cherche la normalité. Laurie choisit la confiance. Leurs réponses diffèrent, même si l'issue biologique reste la même. La forme très courte du film empêche cette question de devenir philosophique dans les dialogues. Elle apparaît dans les gestes. George pose une arme, puis part vers l'hôpital. Laurie quitte le cinéma avec Nick dans la vision. Janet refuse d'abord, puis survit grâce aux autres. Nick revient toujours vers le lieu qu'il devrait fuir. Ce dernier trait est le plus paradoxal. Une prémonition raisonnable devrait pousser Nick à s'éloigner. Lui se dirige vers le danger parce qu'il sait que d'autres personnes y sont déjà. Au circuit, il sort pour vivre. Au centre commercial, il entre pour sauver. Son arc se mesure dans ce changement de direction. Le camion final ne peut pas effacer cette évolution, même s'il efface son corps. La radiographie réduit Nick à ses os, mais le spectateur possède encore la mémoire de ses décisions. C'est peut-être la limite du plan de la mort. Elle contrôle l'ordre des accidents, pas le sens que les vivants donnent au temps avant eux. La réception négative du film s'explique donc sans obliger à nier ses qualités. Les effets numériques sont inégaux, plusieurs personnages restent minces, et la formule surprend moins qu'en 2000.
Le scénario accélère parfois au moment où une émotion aurait besoin de silence. Certaines morts paraissent conçues d'abord pour le relief. La fin arrive presque aussitôt après le faux soulagement. Mais son efficacité populaire est tout aussi compréhensible. L'ouverture est immédiate. Les pièges utilisent des lieux mémorables. La piscine et la station de lavage exploitent des peurs simples, et la grande prémonition du centre commercial offre un retournement clair. Le film se regarde comme une machine courte dont on voit les pièces sans connaître exactement le prochain mouvement. Son statut de chapitre, souvent classé parmi les moins aimés, lui donne aujourd'hui une place intéressante. Il représente les excès de la vague 3D de la fin des années 2000, mais aussi une époque où une franchise pouvait construire toute sa campagne autour de l'expérience en salle. Ses défauts sont liés à cette ambition autant que ses réussites. Le succès du film a permis à la série de ne pas s'arrêter sur le camion du café. Destination Finale 5, sorti en 2011, a retrouvé une partie de l'estime critique grâce à une mise en scène plus maîtrisée et à une conclusion reliant son histoire au premier film. Bien plus tard, la franchise est encore revenue. Le mot final n'avait donc jamais été une garantie, seulement une provocation. Pour The Final Destination lui-même, cette continuité change le regard. En 2009, le titre pouvait annoncer un dernier tour. Aujourd'hui, il marque plutôt la fin d'une première phase de la saga, celle où la formule avance de film en changeant surtout la catastrophe et les présages. Le 5e épisode jouera avec la chronologie, et les chapitres ultérieurs chercheront d'autres manières d'étendre les règles. Le 4e reste le volet le plus dépouillé dans son intention. Il ne demande pas qui est la mort, d'où viennent les visions, ou pourquoi Nick a été choisi. Ces questions restent ouvertes parce que toute réponse précise diminuerait peut-être la peur. Une entité avec une origine possède des limites. Une règle sans visage peut utiliser n'importe quoi. Même le mot choisi est peut-être trompeur. Nick ne semble pas recevoir une mission. Il subit une image. Rien ne prouve qu'il soit spécial en dehors de cet instant. La vision pourrait être un accident dans le plan, une possibilité naturelle de cet univers, ou une partie du plan lui-même. Le film préserve cette incertitude jusqu'au café. Quand Nick dit en substance que leur présence à cet endroit a peut-être toujours été prévue, il ne découvre pas seulement un dernier danger. Il découvre que son interprétation de toute l'histoire pouvait être fausse. Les visions ne lui montraient peut-être pas comment s'échapper. Elles traçaient peut-être la route. Cette idée donne à la conclusion son véritable malaise. Le camion est visible et brutal. Mais la peur naît une seconde avant l'impact, lorsque Nick comprend qu'il a pu confondre liberté et guidage. Chaque décision qu'il croyait prendre contre le plan l'a conduit vers la table où Laurie et Janet l'attendaient. Pourtant, le film refuse de confirmer totalement cette lecture. Si tout avait été prévu, pourquoi Nick aurait-il dû empêcher l'explosion du centre commercial? Peut-être parce que la catastrophe aurait créé des morts non prévues. Peut-être parce que le plan voulait réunir les 3 survivants. Peut-être encore parce que Nick a réellement changé le futur, obligeant la mort à improviser le camion. L'absence de réponse maintient le récit vivant après son dernier plan. La fin la plus intéressante n'est donc pas « on ne peut pas tromper la mort », formule déjà connue. Elle réside dans une question: comment distinguer une chance de la prochaine étape du piège? Janet survit au lavage et pense être libre. George survit à son suicide parce que son tour n'est pas venu. Nick sauve le centre commercial et croit avoir gagné. Dans ce film, la survie ne prouve jamais la sécurité. Elle prouve seulement que l'on est encore là. Cette règle transforme rétrospectivement chaque soulagement. Sortir du stade ne signifie pas être sauvé. Arrêter la station ne signifie pas briser la chaîne. Empêcher l'explosion ne signifie pas sortir du plan. Même les 2 semaines paisibles avant le café peuvent être l'espace nécessaire pour que les 3 trajectoires se rejoignent. Le spectateur quitte alors le film avec une méfiance très précise envers les dénouements heureux. La musique peut se calmer, les personnages peuvent rire et le danger visible peut disparaître. Tant que le récit continue, la chaîne peut reprendre. The Final Destination utilise cette connaissance jusqu'à la dernière seconde. Au fond, le McKinley Speedway n'était pas seulement le lieu d'un accident.
C'était un modèle réduit du monde du film. Tout y avançait en cercle, à grande vitesse, selon un parcours apparemment contrôlé. Nick a fait sortir quelques personnes de la piste prévue. Elles ont couru à travers des garages, des rues, une piscine, un hôpital et un centre commercial, persuadées qu'elles s'éloignaient. 2 semaines plus tard, elles se retrouvent assises ensemble et la boucle se ferme. Le camion traverse la vitre. Les images radiographiques apparaissent. Aucun survivant ne se relève pour annoncer une nouvelle règle. Il ne reste qu'un café détruit et la certitude que tout le temps gagné était réel, même s'il n'était jamais définitif. C'est là que le film trouve sa dernière image la plus juste. La chair disparaît, les os apparaissent, puis le mouvement s'arrête. Les mécanismes ont fini leur travail. Mais pour nous, la chaîne continue autrement. La prochaine fois qu'une bouteille roule sous une pédale, qu'un câble se tend près d'une machine ou qu'un camion approche d'un échafaudage, une partie de notre attention recommence à assembler les pièces. The Final Destination ne nous demande pas de croire littéralement qu'une force invisible organise ces accidents. Il exploite une habitude humaine plus profonde. Après une catastrophe, nous remontons toujours la suite des causes. Si cet outil n'était pas tombé, si ce pneu n'avait pas éclaté, si cette personne était partie 1 minute plus tôt. Le film prend cette logique rétrospective et la transforme en présence. La mort devient le nom donné à l'enchaînement parfait des « si ». Nick possède le privilège terrible de voir certains de ces « si » avant les autres. Il découvre alors ce que le spectateur soupçonne depuis le début. Connaître une cause ne suffit que lorsqu'il reste du temps pour la déplacer. Une seconde trop tard, la compréhension devient seulement le dernier sentiment avant l'impact. Au circuit, il avait quelques minutes et a sauvé un groupe. Au garage, il avait un nom mais pas le bon levier. À la piscine, il avait des symboles mais pas le bon emplacement. À l'hôpital, il avait la règle mais pas l'avance. Au centre commercial, il réunit enfin le lieu, la cause et le temps. Au café, il ne reçoit que la vérité. Cette progression donne au film une cohérence que ses excès visuels peuvent masquer. Chaque étape teste un élément différent du sauvetage. Savoir, croire, arriver, comprendre, agir. Nick ne manque pas toujours de courage. Il manque parfois d'informations, parfois d'aide, parfois d'une seule seconde. Le plan gagne en exploitant la variable absente. Le dernier camion n'est donc pas seulement un choc ajouté pour respecter la tradition de la saga. Il résume toutes les variables. Nick voit l'échafaudage, comprend la trajectoire et avertit ses amis, mais il n'a plus le temps d'agir. La connaissance, la croyance et le courage sont présents. La seconde nécessaire ne l'est pas. Voilà pourquoi, malgré ses personnages rapidement dessinés et ses effets très marqués par 2009, le film conserve une efficacité particulière. Il transforme la vie quotidienne en problème de synchronisation. Il nous fait regarder les objets comme des événements en attente. Et lorsqu'il semble enfin relâcher la pression, il révèle que le calme faisait partie du rythme. Il reste aussi une différence essentielle entre prévoir un accident et vivre avec cette prévision. Pour le public, les signes constituent un jeu limité à 82 minutes. Nous pouvons chercher la mauvaise vis, anticiper la trajectoire d'une pierre et apprécier le soulagement d'une fausse alerte. Pour Nick, chaque indice détruit un peu plus le monde ordinaire. Une piscine cesse d'être un lieu de détente, un hôpital cesse d'être un refuge, et une réunion entre amis devient suspecte avant même que le camion apparaisse. Son pouvoir ne lui offre aucun moment neutre. Voilà le prix secret des prémonitions. Elles prolongent la vie tout en contaminant le temps sauvé. La conclusion frappe, parce que Nick venait enfin de s'autoriser une pause. Il ne courait plus dans un garage ou un centre commercial. Il parlait simplement avec Laurie et Janet. En comprenant le piège, il perd simultanément le futur et la dernière illusion de normalité. Le film ne laisse même pas aux trois amis le temps de redevenir ceux qu'ils étaient avant le circuit. Leur ultime instant reste celui de survivants qui réalisent qu'ils n'avaient jamais quitté la liste. Nick, Laurie et Janet pensaient avoir quitté la course. En réalité, ils n'avaient fait que gagner quelques tours.